Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire. On va commencer dans quelques instants. On attend que tout le monde se connecte et on va pouvoir démarrer. On se donne encore 1 ou 2 minutes et puis on va lancer le webinaire. Alors, on va commencer et puis ceux qui doivent nous rejoindre nous rejoindront. Bienvenue à tous. Merci de venir assister à ce webinaire. On va se présenter. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui sont connectés via LinkedIn, vous pouvez, si vous souhaitez participer aux questions-réponses qui auront lieu à la fin, vous connecter via l'application Livestorm qui est disponible, le lien dans l'onglet détails de LinkedIn. Et pour ceux qui sont déjà connectés à Livestorm, vous n'avez rien à faire. Vous pourrez poser déjà toutes vos questions dans le chat. Donc, le chat se situe en bas à droite de votre écran. Et vous aurez également des questions qui vont s'afficher dans l'onglet sondage au cours de cette présentation et auxquelles vous pourrez répondre. Ce que je vous propose pour commencer, c'est peut-être qu'on se présente. On est 3 structures, Bartol, Burdeo et l'ESSEC, qui vont réaliser cette étude sur les compétences et la durabilité. Pour ma part, donc Louis Reynaud, je suis manager sur les sujets de durabilité chez Bartol. Bartol, c'est un cabinet de conseil en transformation généraliste qui a maintenant une vingtaine d'années d'expérience. On est 280 consultants. On a des bureaux en France, en Belgique et en Suisse. Et on travaille sur les sujets de durabilité depuis maintenant plus de 5 ans, avec un axe environnemental sur les sujets de mesure de l'empreinte carbone, l'analyse de cycle de vie, des sujets généralistes. Il y a la stratégie RSE, des sujets réglementaires comme la CSRD. Et puis, on travaille aussi sur des sujets de prospective, comme ce sujet sur les compétences et la durabilité. Et on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Et je laisse la main à Caroline pour se présenter et présenter Burdeo. Bonjour à tous, Caroline Renoux. Donc moi je suis la fondatrice de Burdeo. Nous existons depuis 14 ans. Donc on est vraiment nous pionniers sur les sujets de RSE et d'impact. Burdeo, c'est un cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé sur ces métiers. Et depuis le début, vraiment, notre vocation, c'est de participer à la professionnalisation et la mise en valeur de ces métiers. Nous avons lancé People for Impact en 2019, qui est une plateforme qui rassemble des experts freelance sur ces thématiques de sustainability. Et puis, il y a Future for Good en septembre dernier, qui est un programme qui s'adresse à ceux qui souhaitent se reconvertir ou intégrer la RSE dans leur métier. Nous sommes évidemment très engagés sur ces sujets. Alors, Louis l'a pas dit, mais Bartol est Bicorp. Nous sommes Bicorp également, société à mission. Et avec Bartol, on a eu la chance aussi de participer à la Convention des entreprises pour le climat consulting. Et je laisse la parole à Emmanuel. Votre micro est coupé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Emmanuelle Le Nagar. Je suis professeure de marketing à l'ESSEC depuis fort longtemps et directrice académique du programme Grande École depuis un an et demi. Et alors l'ESSEC est connu pour son programme Grande École, dont j'ai la chance donc d'avoir la direction académique, mais c'est aussi un groupe, voilà, on a un portefeuille de programmes à la fois en bachelor, en master, de la formation continue également.
et les enjeux de développement durable sont vraiment voilà au cœur de la mission qu'on a redéfinie il y a quelques années, au cœur du projet stratégique et de l'école. Et donc moi, en tant que directrice académique, je travaille sur l'intégration justement de tous ces enjeux et de toutes ces nouvelles compétences au sein du programme Grande École. Et on essaie aussi de mesurer ces éléments de compétences. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Et donc, on a été rejoint par Joël Tronchon qui va se présenter également. Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour mon retard. Joël Tronchon, moi je suis directeur développement durable Europe du groupe L'Oréal et j'ai été aussi pendant une douzaine d'années DRH, ce qui va nous occuper un petit peu aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc pour introduire cette étude, on voulait un peu revenir vers vous sur les origines de cette étude, pourquoi on s'est lancé, Burdeo, l'ESSEC, Bertels, sur ce sujet des compétences en matière de durabilité et leur intégration dans les métiers. Et donc, à l'origine, il y a un constat. Alors, c'est d'abord un constat qui nous concerne tous, qui est qu'on est passé dans une ère de bouleversements sociaux et environnementaux sans précédent. On le sait, le changement climatique est à l'œuvre et il est d'origine humaine. Il y a une perte de biodiversité qui est en cours, qui est même un effondrement de la biodiversité, moins 20% d'espèces en moyenne depuis 1900. Et on constate aussi que les inégalités ne baissent plus ou baissent moins qu'avant. Et notamment si on prend les chiffres d'Oxfam, 1% des plus riches vont capter 63% des richesses produites depuis 2020. Donc ça, c'est des constats un peu généraux. Mais pour ce qui concerne nos activités, nous, Bertels, ce qu'on observe depuis maintenant 3-4 ans, c'est-à-dire à peu près depuis la crise sanitaire du Covid, c'est que on n'est plus seulement sollicité par des directions RSE, mais de plus en plus par des directions métiers, des acteurs de l'innovation, de la finance, du marketing, de la supply, qui intègrent dans leur questionnement métier des sujets de durabilité, qui intègrent les enjeux sociaux, environnementaux, de gouvernance auxquels ils doivent répondre, et qui nous sollicitent là-dessus. Donc la nature de nos prestations de conseil, la nature de nos interlocuteurs a changé, et on est en train d'entrer dans une phase où ce sont désormais les métiers qui sont à l'œuvre pour mettre en place la durabilité. Ça, c'est le constat qu'on a posé dans le conseil. Et du coup, je laisse la parole à Caroline pour faire le parallèle avec ce qu'ils ont pu voir à leur échelle. Alors, moi, il y a 15 ans, quand j'ai démarré, les gens qui faisaient de la RSE, c'était des pionniers qui souvent se formaient tout seuls, qui étaient prêts à faire des vraies concessions en termes d'évolution de carrière et de salaire. Et puis, petit à petit, il y a eu une professionnalisation des métiers, de ces sujets. Donc, j'ai vu une première évolution en 2016, donc après les accords de Paris. Mais ça restait très direction RSE et fonction dans les directions RSE. En 2019, il y a vraiment eu une explosion du sujet. Donc, nous, on l'a vu juste avant le Covid. Et puis après, ça n'a fait que se renforcer. Et donc, la particularité, c'est que à la fois les directions RSE se sont encore plus spécialisées, étoffées, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais de plus en plus, on a été sollicité pour recruter sur des postes qu'on va appeler à double casquette. Par exemple, supply chain plus RSE. Direction financière plus RSE. Et puis là, encore plus récemment, ce qu'on constate, c'est qu'on est extrêmement sollicité par les directions des ressources humaines qui se posent la question de savoir comment assurer, enclencher la transformation de ces métiers en termes de compétences. Emmanuel, peut-être vous voulez dire un mot pour les SEC ? Absolument. Donc effectivement, du côté on va dire de l'enseignement supérieur du management, on a vu aussi une très forte transformation. Alors j'ai dit que c'était à la fois dans la mission de l'école, mais c'est aussi une demande très forte des étudiants. Notre mission, c'est de former des étudiants à la transformation du monde. Donc et ces étudiants, ils demandent à être mieux formés à ces enjeux. Donc à la fois, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à la fois à sensibiliser, inciter les étudiants, les former à ces transformations, former tous les étudiants, c'est notre engagement, et également
de permettre aux étudiants qui sont intéressés par ces sujets-là et qui parfois nous ont interpellés de pouvoir le faire. Et enfin, le troisième étage, après la sensibilisation et puis l'aspect spécialisation, c'est aussi de transformer les enseignements fondamentaux du management, les enseignements obligatoires, en intégrant ces enjeux, puisque ça conduit à redéfinir un peu la finance, le marketing, la comptabilité. Donc, il y a vraiment l'ensemble de ces éléments qui répondent à la demande et à l'interpellation des étudiants, mais également aux demandes des entreprises et des recruteurs. Et c'est également notre mission de répondre à la demande des recruteurs. Et donc, on essaie aussi d'évaluer un petit peu cette demande. On a intégré, par exemple, une question dans l'enquête de fin d'études où un quart des étudiants se disent sur une échelle de 1 à 10 se disent se sentir capables d'être impactants sur le plan de la RSE, et ils estiment également que le programme leur a donné envie d'agir, là aussi toujours 9 et 10 sur une échelle de 1 à 10. Donc on voit qu'il y a quand même une forte demande et une forte transformation de la demande des étudiants, aussi bien que celle des recruteurs. Donc c'est très important. Super. Merci beaucoup. Et donc, c'est à partir de ces constats qu'on a posés un peu avec nos spécificités du conseil, du recrutement et de la formation qu'on a lancé cette étude. L'étude, elle se fonde sur plusieurs éléments. D'abord, une revue documentaire. On a regardé quelles étaient les publications qui parlaient justement de cette montée en compétences, à la fois de manière généraliste dans l'entreprise et aussi métier par métier. Donc, par exemple, sur la finance, sur le marketing, sur l'innovation. Ensuite, on est allé rencontrer des directeurs métiers dans tout secteur, toute taille d'entreprise. Et on a réalisé 23 entretiens pour essayer de comprendre comment, à leur échelle, ils intégraient ces compétences en durabilité, à la fois pour eux en propre et pour leurs équipes. Et puis, on a mené un questionnaire qu'on a voulu le plus large possible. Et donc, on a interrogé 193 dirigeants, directeurs et responsables métiers sur justement leurs pratiques en matière de durabilité, est-ce qu'ils se sentent concernés ou pas, et comment ils intègrent ces éléments de durabilité dans leur métier. Et enfin, on a allé solliciter des experts. Alors, chez Bartol, on a des experts métiers qui sont des experts en supply, en innovation, en RH. Et puis, côté ESSEC, on a également été interroger des professeurs qui ont intégré effectivement, comme le disait Emmanuel, dans leur enseignement, la composante durabilité et qui ont un regard à poser sur l'évolution de ces matières. Et donc, c'est à partir de tous ces éléments qu'on a bâti notre étude. Et là, ce qu'on va vous proposer, donc, c'est des enseignements qui sont à la fois généralistes et transverses sur l'intégration de la durabilité dans l'ensemble des métiers. Et puis, il y a aussi une partie qui concerne un focus métier par métier. Comme l'étude est assez longue, on ne va pas pouvoir tout vous dévoiler. Donc, on vous enverra à l'issue de ce webinaire le rapport complet et vous verrez, il y a beaucoup de matières sur les différents métiers. Ce qu'on vous propose déjà, c'est d'avoir cette vision d'ensemble sur l'intégration des nouvelles compétences dans les métiers au travers de quelques grands enseignements. Et pour l'introduire, on voudrait vous poser une question, donc à vous qui nous écoutez. Quels sont selon vous les enjeux socio-environnementaux et de gouvernance qui sont pris en compte dans votre métier? Et donc, vous allez avoir une question qui va s'afficher dans l'onglet sondage. Donc, si vous descendez en bas à droite, vous allez avoir une question qui va s'afficher notamment qui doit être là. C'est bon? Oui. Et donc, vous avez une question qui s'affiche, qui sont les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance sont pris en compte dans votre entreprise. Et donc, la question est de savoir si oui, tout à fait, oui plutôt, non plutôt pas ou non pas du tout. Alors, normalement, il y a plusieurs questions qui s'affichent, donc il faut bien sélectionner celles qui concernent les enjeux sociaux et environnementaux. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, on a une centaine de réponses pour le moment et on a 40% à peu près qui se disent tout à fait, qui répondent tout à fait sur la prise en compte
des enjeux ESG dans l'entreprise et un gros tiers qui disent oui plutôt. Et on a à peu près une personne sur 5 qui répond non plutôt pas et un peu moins de 5% non pas du tout. Donc il y a quand même une très grande majorité qui considère qu'aujourd'hui les enjeux ESG sont pris en compte. Une majorité qui dit oui tout à fait ou plutôt. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même près de 25%, donc un quart des répondants qui disent non plutôt pas ou non pas du tout. Ce qu'on va vous montrer, c'est à l'échelle donc de notre étude, quels sont les résultats du coup qu'on a identifiés. Et donc je passe la parole à Caroline sur cette slide-là. Alors ton micro, Caroline. Au niveau de la maturité dans les entreprises, il y a quelque chose qui a profondément changé ces derniers temps, c'est l'intégration de la RSE au niveau de la gouvernance. Il y a encore jusqu'à 3-4 ans, les questions de RSE, elles étaient traitées très majoritairement au niveau de la RSE, qui était plutôt à N-2 des comités exécutifs et des comités de direction. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé. Notamment, il y a le code AFEP-MEDEF et le code Middlenex, donc qui sont deux codes qui régulent la façon dont sont gérés les conseils d'administration des entreprises, qui incitent très fortement à ce que dans les conseils d'administration, il y ait une personne qui représente les enjeux RSE et en particulier climat. Et ça, je trouve que ça a eu un effet extrêmement positif, puisque maintenant, c'est vraiment des questions qui sont traitées dans les comités de direction et dans les conseils d'administration. Et par exemple, moi, j'ai récemment été élue dans un board d'une société cotée dans le secteur de la beauté. La première personne qui est venue me voir et la première personne avec qui je travaille le plus, c'est la présidente du comité d'audit, parce que c'est des questions qui les intéressent et qui doivent prendre en compte. Autre chose intéressante, c'est que dans le SBF 120, 88% des dirigeants ont dans leur rémunération une partie qui est liée à un critère de climat. Bon, bah, forcément, quand ça touche à la rémunération, on peut se dire que ça va être pris davantage en compte. Donc, ce que ça implique aussi, c'est que au niveau des COMEX, on a de plus en plus souvent quelqu'un qui va représenter la RSE. Donc ça en termes de levier, hein, il y en a 3 grands. Donc ça va être les conseils, la culture d'entreprise qui évolue, et puis bah, les pratiques également. Alors, sur la question suivante, on va également vous poser une question dans le sondage. Et a priori, le sondage s'affiche dans l'ordre inverse. Donc, si vous voulez l'avoir dans le bon ordre, il faut trier par date de publication la plus ancienne. Et donc, vous avez en première question, donc celle auquel vous avez déjà répondu. Et la seconde, donc, qui doit s'afficher, qui est par quelle dimension de la durabilité votre métier est-il concerné? Sachant que vous pouvez en choisir plusieurs. C'est une question qu'on a aussi posée dans l'étude. Et ça nous intéresse d'avoir aussi votre retour pour voir s'il y a des différences par rapport à notre panel ou si c'est globalement aligné. Donc, quels sont en gros les principaux enjeux, les principales thématiques ou dimensions qui vous concernent, vous, dans votre métier et qui sont liés donc soit à un aspect environnemental, social ou de gouvernance. On vous laisse quelques secondes. Alors, c'est assez diversifié. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'utilisation des ressources et l'économie circulaire qui ressort en premier à 15%. En deuxième position, les collaborateurs de l'entreprise. En troisième position, le changement climatique. Puis les questions d'éthique, les questions liées aux consommateurs, la pollution de l'air, de l'eau et du sol, la biodiversité ressort à 7%. C'est intéressant parce que dans on va le voir, mais les résultats sont un peu différents
de notre panel, mais donc on voit que l'utilisation des ressources et l'économie circulaire arrivent en première position. Je pense qu'on a déjà pas mal de réponses. On va pouvoir passer aux résultats. Donc nous, dans l'étude, le panel de 193 répondants, ce qui ressort en premier lieu, c'est le changement climatique, mais quasiment à égalité, effectivement, avec l'utilisation des ressources et l'économie circulaire que vous avez mis en premier. C'est très intéressant parce que le changement climatique, il y a maintenant une maturité du sujet, notamment parce que les médias traditionnels s'en sont emparés, parce que les acteurs publics en parlent de manière régulière, qu'il y a un phénomène de mise en avant de ce sujet climat, et parce qu'on en voit aussi les conséquences très concrètes en termes d'événements extrêmes climatiques qui sont déjà à l'œuvre. Et pourtant, effectivement, ce sujet de l'utilisation des ressources et de l'économie circulaire, il ressort de manière assez forte. Et ça, c'est un constat qui est assez nouveau, qui a moins de 3-4 ans selon nous, et qui est lié à la convergence d'un enjeu environnemental, donc préserver les ressources et préserver le plus possible ce que la Terre, l'océan et l'ensemble des écosystèmes naturels peut nous donner comme ressources nécessaires pour que nous puissions vivre. Donc une conjonction environnementale et une convergence économique, puisque en fait, avec la crise sanitaire, on a connu des pénuries de certains matériaux, par exemple le bois. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a connu une inflation sur les prix de l'énergie. Le prix du blé a également augmenté. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu une préoccupation grandissante pour les entreprises du coût de ces ressources et donc de la manière dont on peut les économiser. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait et qui a été beaucoup plus efficace que tout ce qui avait pu être mis en avant par les directions développement durable sur cette économie de ressources pour des raisons environnementales. Et donc, on voit bien que le fait que le sujet devienne économique rend tout de suite l'action et la préoccupation beaucoup plus importante pour les entreprises. Et puis, la troisième dimension, elle ressort quand même bien en dessous, puisqu'elle est seulement de 1/4 des répondants. C'est les collaborateurs de l'entreprise qui sont évidemment très importants. C'est intéressant de voir quand même que les sujets de biodiversité sont encore assez peu développés et que le sujet de l'impact sur la chaîne de valeur, notamment sur les communautés locales, sur les fournisseurs, etc., sont encore des dimensions qui sont peu identifiées par les entreprises et donc qui demandent, selon moi, à gagner en maturité, quels que soient les métiers qui sont couverts. Ce qu'on voit aussi, c'est que les entreprises, elles agissent pour différentes raisons sur ces sujets de durabilité. Alors, il y a évidemment parfois une démarche volontaire et la majorité des répondants, 53%, ont répondu que c'était une volonté de contribuer à la durabilité, donc de manière volontaire. Il y a une deuxième dimension qui est la volonté personnelle des collaborateurs. On sait que les collaborateurs sont de plus en plus engagés et poussent de plus en plus l'entreprise à changer leur manière de fonctionner pour intégrer ces dimensions ESG. Et puis, il y a la réglementation qui est pour nous un des principaux moteurs de cette transformation durable des entreprises, qui est particulièrement contraignante en France et en Europe. Et on voit que 41% des répondants ont dit que c'était effectivement ces contraintes légales et réglementaires qui étaient un élément déclencheur de la prise en compte des sujets de durabilité. Enfin, sur la manière, sur dont les compétences doivent être mobilisées, ce qu'on constate, c'est que la première compétence qui doit être mobilisée selon les personnes qu'on a interrogées, c'est la caractérisation de l'impact. C'est savoir comprendre de quoi on parle quand notre organisation a un impact, que ce soit un impact social ou environnemental. Et donc, pour le comprendre, entre guillemets, il faut pouvoir le mesurer. Donc, en fait, derrière la caractérisation, il y a l'enjeu de la mesure d'impact. C'est quelque chose qui se pose en deux volets. Il y a la dimension de la connaissance, de la compréhension de qu'est-ce que ça veut dire émettre des gaz à effet de serre et la question de combien concrètement j'émets de gaz à effet de serre avec mon entreprise. Ça, c'est la première compétence à mettre en œuvre. Et la deuxième compétence qui est logiquement associée, c'est la réduction de l'impact. Une fois que j'ai fait mon bilan carbone et compris quelles étaient mes émissions et qu'est-ce que ça avait comme impact au niveau environnemental et même au niveau de la santé, au niveau potentiellement du développement de mon entreprise, qu'est-ce que je fais pour réduire cet impact? Et donc,
identifier des plans d'action, mettre en place des trajectoires de décarbonation, etc. Donc, c'est le deuxième type de compétence. Et le troisième type de compétence, il est vraiment intéressant et c'est pour nous un élément assez spécifique à ce sujet de la durabilité, c'est l'engagement des parties prenantes. On est dans un thème qui typiquement demande une forme de transversalité au sein de l'entreprise, donc engager différents services au sein de l'entreprise pour agir sur la durabilité, mais aussi engager ses parties prenantes dans sa chaîne de valeur, en amont, en aval, ses clients, ses fournisseurs, et également peut-être les communautés locales, les acteurs publics ou des startups, des ONG qui vont travailler avec nous sur cette réduction de notre empreinte environnementale ou cette maximisation de l'impact positif qu'on peut avoir vis-à-vis de l'ensemble de notre écosystème. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on se pose à l'échelle de l'ensemble des métiers. C'est vraiment ces compétences-là qui ressortent en premier. Vous verrez dans le rapport final, on a détaillé ces compétences par type de métier. Et donc, les compétences qui ressortent en priorité selon la supply, l'innovation, la finance ne sont pas les mêmes, évidemment, parce qu'il y a des sujets qui sont vraiment spécifiques au métier. Et ça, vous les retrouvez dans l'étude. Alors, je passe la main sur la question de comment vous êtes-vous formé aux enjeux de la durabilité. Alors. Je passe le slide. Voilà. Ah, pardon. Je vous passe la main juste après, Emmanuel. J'ajoute juste quelques éléments sur cette slide. Alors, comment, en fait, concrètement, on monte en compétence sur le sujet de la durabilité? Alors, il y a 3/4 des répondants qui nous ont dit qu'ils le faisaient de manière via une démarche personnelle. Donc, une démarche personnelle, c'est quoi? C'est des lectures, c'est assister à des conférences, faire des MOOC, c'est assister à des colloques. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'entreprise, c'est le collaborateur qui va lui-même chercher l'information. Le deuxième moyen, la deuxième modalité, c'est la formation continue. Donc là, c'est les RH notamment qui poussent cette formation aux collaborateurs. Ça peut être aussi directement les métiers qui vont organiser les formations continues. Et le troisième moyen, qui est intéressant sur lequel on reviendra, c'est le fait de collaborer avec des pairs ou de collaborer avec les parties prenantes. Et on fera un focus particulier parce qu'on pense que c'est une modalité qui est vraiment intéressante et qui est assez spécifique, là encore, à la durabilité. Mais ce qui est intéressant et qu'on voudrait souligner, c'est que ce sujet de la durabilité, il n'est pas d'abord pris en compte par l'entreprise et pas par les RH. Il vient d'abord des collaborateurs et la formation, en fait, elle concerne moins d'un collaborateur sur deux sur ces sujets. Donc, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de déficit en termes de proposition de formation de la part de l'entreprise et qu'il y a encore du chemin à faire pour permettre à tous les collaborateurs d'être à minima sensibilisés et, si ce n'est, de monter en compétence sur des hard skills qui doivent être intégrés dans les métiers. Alors, je vous passe cette fois-ci la parole, Emmanuel, excusez-moi. Merci Louis. Donc en fait là il y a un focus dans l'étude sur les formations initiales et donc en fait la question qui était posée là c'est autour en fait de l'intégration de la durabilité dans les formations initiales selon le niveau d'expérience, donc soit supérieur à 5 ans, soit inférieur à 5 ans. Donc, ce qu'on voit là, c'est que pour les répondants qui ont une expérience professionnelle qui est supérieure à 5 ans, en fait, seulement 29% ont été formés à la durabilité dans le cadre de leurs études, alors que ça monte à 65% des répondants ici pour ceux qui ont une expérience professionnelle inférieure à 5 ans, c'est-à-dire qui en fait ont eu leur formation initiale de façon plus récente. Donc ça montre bien que finalement cette intégration des enjeux de durabilité et puis de former à des compétences liées à la durabilité dans les programmes de formation initiale sont assez récentes. Donc il y avait aussi un petit sondage sur nos participants au panel sur ce sujet-là. Oui, exactement. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a parmi vous, donc vous avez déclaré être 44% à vous être formés par vous-même. Donc c'est moins que pour notre panel, mais c'est ce qui ressort en premier lieu.
Et ce qui ressort en deuxième catégorie, c'est la formation continue, alors qui concernerait seulement une personne sur 5 parmi vous. Et vous avez également mis le réseau de pairs pour 14%. Et donc, il y a seulement 11% d'entre vous qui ont eu dans leur formation initiale des éléments liés à la durabilité. Alors, on sait que grâce à l'ESSEC et grâce aux autres écoles qui se saisissent du sujet, ça devrait changer dans les années à venir, mais il y a encore énormément à faire sur ce sujet de la formation initiale. Et l'ESSEC fait plutôt figure de pionnier. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'écoles et d'universités qui ont encore une grande marche à franchir pour pouvoir former leurs étudiants sur ces sujets de durabilité, même s'il y a énormément d'écoles qui se font. Pardon, Emmanuel, je vous laisse. Effectivement, donc on voit bien qu'il y a un fort besoin de faire évoluer ces formations initiales pour que les étudiants d'aujourd'hui qui rentreront sur le marché du travail aient les connaissances, les compétences adéquates. Et on voit, alors non seulement avec les chiffres de l'étude, mais les chiffres que vous venez de citer, que en fait finalement c'est relativement récent. Et que dans l'enseignement supérieur, c'est encore trop peu enseigné. Ça a d'ailleurs été pointé par une étude du Shift Project en 2022 et qui faisait un certain nombre de recommandations sur l'intégration, notamment dans le monde dans les mondes des écoles de management. Il y a un rapport qui s'appelle Climat Sub Business sur lequel à l'ESSEC on s'est aussi appuyé pour transformer nos enseignements. Mais je pense que ça bouge assez vite parce qu'il y a vraiment une prise de conscience de la responsabilité qu'ont les organismes d'enseignement supérieur dans l'intégration de ces enjeux environnementaux et sociaux dans les formations. Et puis également, comme tout à l'heure, on voit qu'il y a aussi une contrainte, puisqu'en fait, ce sera une obligation pour toutes les formations de niveau licence, bachelor à partir de 2025 d'intégrer une formation à ces enjeux. Alors, c'est vrai que nous, à l'ESSEC, on a commencé il y a déjà plusieurs années pour différentes raisons et puis aussi suite à une interpellation des étudiants. C'est quand même intéressant de le noter. Et dans le programme Grande École, comme j'ai un peu expliqué tout à l'heure, à la fois donc on intègre ça dans les éléments de ce qu'on pourrait appeler le tronc commun, c'est-à-dire des cours qui sont obligatoires et qui sont suivis par 100% des étudiants. Nous on a suivi on a commencé aussi plutôt par le climat, et puis aujourd'hui il y aura un cours obligatoire pour tous les étudiants, quelle que soit la voie d'admission, sur les limites planétaires, donc intégrant d'autres enjeux que le climat. Ils vont tous passer par ce qu'on appelle l'atelier d'automne, autour justement des enjeux d'émissions de CO2. On a eu, et c'est peut-être le plus difficile, un travail de fond avec les coordinateurs de chacun des cours fondamentaux de gestion, donc encore une fois de marketing, de finance, de comptabilité, de stratégie, de comportement organisationnel, de droit, etc., d'économie, pour intégrer ces enjeux dans la définition même de ces matières de gestion et de leurs objectifs. Et puis bien sûr, dans les cours électifs, c'est une spécificité du programme Grande École de l'ESSEC d'avoir un programme qui est très personnalisable, et donc il y a beaucoup de spécialisations, dont des chaires qui sont dédiées à ces enjeux, alors à la fois autour de la transition écologique, de la finance durable, pour laquelle on a un label, de l'économie circulaire, il y a une chaire autour de l'économie circulaire, il y a des choses autour de l'entrepreneuriat social. Donc le troisième étage, c'est vraiment la spécialisation. En fait, et il faut aussi travailler autour de ces futurs désirables. On a aussi un séminaire autour des futurs désirables qui est très très important à mon sens.
L'ESSEC a également en fait contribué à la création d'un référentiel de compétences qui existe, c'était cité tout à l'heure. Il y a le label DDRS, mais également un référentiel de compétences au sein de la conférence des écoles de management, afin que toutes les écoles de management avancent sur ce sujet. Donc il y a vraiment une dynamique collective autour de cela. Dans l'enseignement supérieur. Donc et particulièrement on essaie à l'ESSEC d'être pionnier en avance sur ces sujets. Merci beaucoup, Emmanuelle. On en a rapidement parlé tout à l'heure. Ce qu'on trouve intéressant dans la formation actuellement sur la durabilité, donc c'est qu'on pense qu'il y a des trous dans la raquette, c'est-à-dire que ce soit en formation initiale ou en formation continue, l'offre est encore assez peu développée au regard des besoins. Et donc, ce qui a émergé et qui nous intéresse beaucoup, c'est ce fameux échange entre pairs qu'on appelle aussi peer learning en anglais. Et il se situe à plusieurs niveaux dans l'entreprise. D'abord, entre services d'une même entreprise. On a vu, par exemple, dans le cadre de nos missions, un service RSE travailler avec la direction de la R&D et de l'innovation sur ce sujet de l'innovation durable. On a la chance d'accompagner plusieurs entreprises sur les sujets de CSRD et on voit que la direction financière et la direction RSE sont obligées de travailler main dans la main sur ce sujet du reporting extra-financier. On voit aussi, dans certains cas, la RSE et les achats travailler ensemble sur les sujets d'achat durable. Bref, il y a une forme de synergie et d'hybridation de savoir-faire entre services qui est en train de se mettre en œuvre dans l'entreprise et donc de monter en compétences réciproques qui est vraiment très profitable au sein de l'entreprise. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est quand les entreprises vont chercher leurs parties prenantes, qui peuvent être leurs clients, leurs fournisseurs, mais aussi les acteurs du territoire, les acteurs publics, des startups qui travaillent sur des sujets qui sont proches des leurs et qui vont mobiliser leurs connaissances pour travailler sur des problématiques environnementales, sociales, par exemple, auxquelles elles doivent faire face. Et le troisième niveau, c'est les pairs qui sont hors de l'entreprise, donc un directeur marketing qui va travailler avec un directeur marketing de notre entreprise sur le sujet du marketing durable, par exemple. Ça, c'est au niveau des métiers, mais on l'a aussi au niveau sectoriel. Par exemple, on a l'Institut de la finance durable où on voit des acteurs de l'investissement, notamment impact, qui vont travailler ensemble sur la définition de l'investissement impact. Et puis, on a des groupes de pairs qui sont plus au niveau transverse et généraliste, au travers de réseaux comme Bicorp, comme le Mouvement Impact France, comme le Global Compact, réseau auquel on adhère et donc dans lequel on observe qu'il y a de nombreux groupes de travail qui se créent et où des acteurs de l'entreprise, des directeurs métiers vont travailler sur des problématiques qui les concernent, sur des thématiques liées au climat, liées à la biodiversité, liées aux ressources, et ils vont échanger entre pairs. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve qui est assez spécifique, parce que la montée en compétences en durabilité, vraiment assez spécifique à notre sujet, et qui est beaucoup incité par à la fois le manque d'offres de formation, encore une fois, mais aussi parce que le sujet en lui-même est un sujet qui se développe beaucoup, où la connaissance augmente sans cesse et où les acteurs qui sont en première ligne, ce ne sont plus ni les acteurs de la formation, ni forcément les experts, mais les acteurs qui ont les mains dans le cambouis, donc les directeurs métiers qui doivent, par exemple, faire face à une problématique de décarbonation de la supply chain. Et donc, c'est en fait l'expertise est créée par le réseau des pairs et se partage beaucoup entre entreprises. Et la Convention des entreprises pour le climat, dont parlait Caroline tout à l'heure, c'est tout à fait cet exemple-là d'entreprises qui se regroupent pour travailler ensemble sur des problématiques auxquelles elles vont être confrontées en tant qu'acteurs économiques et qui vont réfléchir ensemble aux moyens collectivement de travailler sur ces solutions. Et donc, on voit des concurrents travailler ensemble pour trouver des solutions communes à des problèmes environnementaux et sociaux. Et je laisse donc Joël compléter, qui avait aussi un témoignage sur ce sujet-là. Merci Louis. Ouais, en effet, ce que rappelle Louis, c'est qu'en fait, ce qui justifie aujourd'hui qu'on se penche beaucoup et on investit beaucoup de temps sur on va dire les formations apprenantes entre pairs, c'est tout simplement parce qu'en gros, on va chercher maintenant le comment faire. C'est-à-dire que le why et le what en développement durable, ils sont assez identifiés. On sait ce qu'il faut faire, on sait pourquoi. Ça, c'est des grandes sensibilisations. On a tous fait 3 ou 4 fresques. Tout le monde a été formé. On y reviendra tout à l'heure. Mais sur le how, sur le comment on fait dans mon métier et comment j'opère le changement vers la transition durable, et juste,
Là, pour le coup, il y a besoin d'échanger entre pairs. Donc, en gros, témoignage que je peux faire, c'est qu'il y a deux choses. Il y a, alors, pour vos communautés, j'allais dire, de développement durable ou vos experts RSE, vous avez des réseaux de pairs qui sont connus, vous en avez cité certains. Il y a les collèges du développement durable, le C3D, qui est quand même un endroit où vraiment maintenant on a vraiment toute la palette de la PME, la TPE jusqu'au grand groupe et sous tous ces angles. Donc il y a des réseaux spécialisés entre pairs dans lesquels il y a beaucoup de groupes de travail et des actions communes, puisque en gros dans ces réseaux entre pairs, bien sûr on échange des bonnes pratiques, mais c'est surtout qu'on construit ou co-construit ensemble des actions communes. Donc, et ça peut même, je prends l'exemple d'autres réseaux de métiers, l'exemple par exemple dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Circulaire, dans l'économie circulaire, on a ce qu'on appelle des fabriques. Donc on a en fait des pairs de multisecteurs. Donc on se retrouve avec ses concurrents et d'autres secteurs d'activité, quel que soit son métier, et on peut construire des démarches en R&D, en marketing durable, en packaging, et on va créer des coalitions ou des consortiums en commun. C'est-à-dire qu'au-delà on apprend ensemble et on s'échange les bonnes pratiques, c'est qu'on crée des choses et on lance des initiatives communes, concrètes, pour changer nos business models. Et ça va même plus, donc c'est de la formation action en fait, hein. Ça va plus loin que ça. Et puis il y a aussi d'autres éléments, puisqu'il y a une personne de l'ESSEC, Emmanuel, il faut aussi utiliser les chaires académiques, et nous on est partie prenante de la chaire économie circulaire de l'ESSEC avec Essilor, Luxottica et avec Bouygues, et à l'intérieur de la chaire, au-delà de tout l'intérêt de la chaire et du contenu, on y retrouve aussi des pairs avec lesquels on peut échanger et apprendre. Donc, il faut aussi lire les chaires aujourd'hui académiques comme des éléments de benchmark et d'apprentissage commun avec des pairs. C'est extrêmement intéressant, en tout cas, et tout ça se fait en plus dans un cadre sécurisé. Donc en termes de communication, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et puis pour finir, il y a aussi maintenant de plus en plus de réseaux de pairs autour de la durabilité qui se crée. Il y en a beaucoup dans les achats responsables, la logistique durable, mais c'est là tous les secteurs où il faut aller chercher des solutions opérationnelles et mettre en résonance différents acteurs pour justement, par exemple, verdir la supply chain ou rendre les achats plus inclusifs. On ne le fait pas tout seul et souvent on le fait mieux avec ses pairs, et d'où les idées de coalition et d'action commune qui peuvent déboucher sur ces réseaux d'apprentissage entre pairs. Merci beaucoup Joël. On passe maintenant aux ressources et je laisse la parole à Caroline. Merci Louis. Alors pour compléter aussi Joël et toi ce que vous disiez sur la formation et le fait que maintenant on est vraiment sur le AO, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas non plus des formations clés en main, c'est il faut aussi avoir l'humilité de se dire que les solutions on les connaît pas forcément, et nous parmi les compétences qu'on va aller chercher et détecter pour identifier ces cadres et dirigeants qui vont conduire le changement, c'est vraiment le côté test and learn, c'est-à-dire être capable rapidement de mettre en place quelque chose et d'essayer, et puis si ça ne fonctionne pas, surtout d'arrêter tout de suite. Et puis après, pour reprendre un terme, pour préciser un terme que tu as employé, Louis, quand tu parles de compétiteurs qui travaillent ensemble, on parle beaucoup de coopération et de coopétition, donc qui est un terme où des compétiteurs se mettent ensemble pour trouver des solutions. Donc, par exemple, dans le cadre de la CEC Conseil, c'est effectivement ce qui se fait. Et ça, c'est des choses qui se mettent de plus en plus en place. Et effectivement, parmi nous, les compétences aussi qu'on va aller rechercher, il y a l'humilité, puisqu'il faut avoir l'humilité de comprendre qu'on n'a pas les solutions, et puis que on va aller, on va tester des choses qu'on connaît pas forcément encore. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la méthode pour intégrer les compétences, dans les métiers aujourd'hui, on teste des choses et on la connaît pas forcément, donc il n'y a pas de méthode toute faite. Nous, quelque chose qu'on voit émerger depuis quelque temps, et je trouve ça assez
voilà, je trouve ça assez enthousiasmant parce que c'est très nouveau. C'est ce binôme direction RSE et direction des ressources humaines. Nous, moi, depuis 15 ans, les DRH, c'est des gens à qui je parlais quasiment pas. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment un changement sur le sujet qui s'est fait. Et d'ailleurs, la NDRH, qui est l'association nationale des DRH, c'est des sujets qu'elle traite beaucoup. On parlait de groupe de travail. Il y a un groupe de travail aussi RSE au sein de la NDRH qui s'est constitué assez récemment. Alors, quel est l'intérêt en fait de ce binôme? C'est vraiment permettre l'accélération de la prise en compte de ses compétences et de son acquisition, puisqu'on ne sait pas exactement comment faire. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble? Déjà, il y a une partie prospective, donc prospective métier. Qu'est-ce que les métiers de l'entreprise vont devenir demain? Les questions qui se posent aussi beaucoup, c'est comment organiser une RSE performante. Et ça, c'est assez nouveau aussi. RSE performante, ce terme évoqué par un DRH, c'est assez nouveau aussi. Nous, on est très sollicités sur comment est-ce qu'il faut s'organiser. Puis je crois que là, c'est pareil, il n'y a pas de réponse toute faite. Comme a commencé à l'évoquer Louis, il y a certaines entreprises qui ont un pôle financier qui va être assez fort et qui va prendre une partie du reporting extra-financier. On parle de Chief Value Officer, donc un directeur, en général quelqu'un qui a un profil de direction financière qui va être en charge de la performance globale, donc la performance financière et extra-financière. À l'inverse, récemment, j'ai rencontré une entreprise qui s'organise différemment, où là, l'objectif, c'est d'avoir au même niveau de périmètre, de responsabilité, d'influence, une direction financière et une direction extra-financière, en disant, voilà, c'est bien cette saine compétition entre les deux. Troisième sujet, la formation, donc ça on en a parlé. Le quatrième, qui est un point essentiel et un point clé, c'est l'évaluation de la performance des collaborateurs. Parce que les collaborateurs, si on continue à les évaluer de la même façon sur le chiffre d'affaires qui rentre ou la baisse des coûts, on va pas réussir à intégrer la RSE. Donc là-dessus, le RH, le RSE avec leur technicité à tous les deux vont pouvoir créer des nouveaux modèles performants. Et puis, il y a l'intégration dans les salaires, alors que en général, plutôt dans la rémunération variable. On l'a vu au début, ça commence à se faire beaucoup pour les dirigeants. Il y a un certain nombre d'entreprises qui commencent à le faire au niveau des comités de direction, au niveau des managers. Et ça, c'est aussi une composante essentielle pour faire avancer ces sujets et participer à la professionnalisation. Et dernier point, puisqu'on a parlé des clubs de pairs, donc au niveau des DRH, moi il y a deux initiatives que je trouve intéressantes. Donc la NDRH, où vous avez un groupe de travail RSE, et puis le club de la transformation positive de Spark News, où on anime avec eux spécifiquement aussi un club pour les DRH. Et puis je te redonne la parole. Joël, est-ce que tu voulais aussi intervenir sur cette partie lien entre RH et RSE, puisque tu as eu un peu la double casquette toi aussi? Ouais, mais je pense qu'il est central. Il est central. En fait, si on prend la chaîne, j'allais dire, des ressources humaines, ça commence par le recrutement. On travaille étroitement chez L'Oréal avec nos équipes RH, notamment sur le campus management, puisqu'en fait, comme la RSE est un outil d'attractivité énorme aujourd'hui des jeunes diplômés, et pas que des jeunes d'ailleurs, de tous les futurs collaborateurs, on travaille sur les contenus. Quel message, qu'est-ce qu'on donne comme preuve concrète de nos actions RSE? Donc, le recrutement, c'est central. Après, ce que tu disais, Caroline, il y a aussi tout l'aspect carrière. L'aspect carrière, je pense que on travaille, nous, en ce moment, beaucoup avec nos ressources humaines, à la fois pour structurer les nouveaux métiers qui sont des métiers émergents en construction, les nouveaux métiers de la RSE. Donc, quel parcours de carrière?
quelle formation, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi comment aussi on arrive à mettre de la RSE dans les job descriptions, dans les évaluations, dans les objectifs individuels et collectifs des différents métiers. Pas que, parce que si la RSE reste entre spécialistes, ça ne marche pas. Donc, comment on arrive à décentraliser et à plugger la RSE dans les différents métiers. Et c'est aussi comment on peut proposer des parcours de carrière à des gens issus des achats, du marketing, de la finance, qui viennent faire un parcours dans les métiers de développement durable et après qui reviennent polliniser le métier. Et donc ça, c'est vraiment un travail qu'on est en train de faire avec les RH. On regarde les différentes mobilités possibles et on organise de manière très RH terme les parcours de carrière des gens. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant si on veut que la DRSE descende dans l'ensemble des métiers. Puis enfin, un dernier sujet, c'est pour les RH, les RSE est extrêmement intéressant parce que c'est un outil de désilotage et de transformation. C'est par définition un outil transversal, la RSE, et souvent, c'est utilisé par les RH qui ont compris comment ça marchait, pour une transformation d'organisation, parce que ça désilote énormément les choses. Vous ne pouvez pas prendre une problématique RSE qui concerne un seul métier. Souvent, ça implique toute une chaîne et c'est très transformateur. Très clair. Merci beaucoup. Ça fait le lien avec, du coup, ce qu'on voulait vous dire un peu dans l'un des derniers points, c'est que cette démarche de monter en compétence des métiers sur la durabilité, elle s'organise, elle doit être structurée, elle doit être planifiée, elle doit être graduelle pour permettre d'assurer cette montée en compétences et la pérennisation aussi de ces compétences. Et donc, pour nous, il y a 3 étapes. La première, c'est de déterminer la stratégie d'intégration des compétences en durabilité. Ça signifie se poser la question des enjeux de durabilité auxquels l'entreprise doit répondre et donc des besoins en compétences que l'entreprise doit acquérir. Ça veut dire faire la cartographie des compétences existantes et aller chercher les compétences qui nous manquent. Aller les chercher, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit former effectivement les collaborateurs en ayant recours à des acteurs externes ou en construisant en interne les formations lorsqu'elles n'existent pas en externe. Ça peut être aussi aller chercher ponctuellement des expertises qui peuvent venir du conseil, mais aussi d'experts spécifiques sur la biodiversité et le climat, quand ce sont des compétences dont on va avoir besoin de manière régulière, mais à faible intensité. Par exemple, un acteur de la finance durable qui a besoin de solliciter un expert de la biodiversité une fois par an pour travailler sur sa thèse d'investissement, par exemple, et la mettre à jour. Il n'aura pas forcément besoin d'intégrer cette compétence en interne, donc il y a un certain nombre de compétences qui peuvent être externalisées en fonction de leur niveau d'importance, de leur niveau stratégique pour l'entreprise et aussi la fréquence à laquelle elle doit être sollicitée. La deuxième phase, une fois qu'on a identifié les compétences à intégrer et qu'on sait comment le faire, c'est d'organiser cette montée en compétences. Et effectivement, il va y avoir le sujet de la formation et donc du binôme RH-RSE qui vont devoir évidemment être sollicités et travailler ensemble pour travailler sur ce plan de compétences, sur ce plan de formation. Et ce qu'on a dit un peu tout au long de ce webinaire et qui me semble important, c'est que la formation, ça va pas forcément être devant son ordinateur et écouter pendant 3 heures quelqu'un qui parle en visio. Ça peut être du learning by doing, donc le fait d'être concrètement mis face à des cas concrets, des cas pratiques, et donc de devoir se débrouiller à partir d'éléments théoriques qui ont été transmis en amont. Ça peut être des éléments de vie ma vie ou de shadowing où on fait passer un collaborateur dans plusieurs services pour qu'il comprenne les enjeux de durabilité de plusieurs métiers. Ça peut être aussi de la formation action, Joël en a parlé. Et puis, c'est ce peer learning dont on a parlé aussi, le fait de travailler avec ses pairs. Ce qu'on voit et ce que Caroline a rappelé aussi, c'est qu'il y a énormément de solutions qui n'existent pas aujourd'hui et donc elles sont à inventer. Et donc, ça veut dire qu'il faut non seulement inventer le fond de ce qu'on va dire pour les collaborateurs sur les sujets de durabilité, même si la littérature commence à être abondante, mais il faut aussi inventer la forme et donc sortir peut-être aussi des cadres traditionnels de la formation où il y a une personne qui explique et d'autres qui écoutent plus ou moins activement. On voit que cet enjeu de monter en compétence sur les différents sujets de durabilité va beaucoup se faire par l'action et de plus en plus. Et ça, c'est aussi transformant pour l'ensemble de l'entreprise et pour la manière dont les RH vont aussi penser la formation sur d'autres sujets.
Et enfin, donc, la troisième partie, c'est assurer la pérennité des compétences. Une fois qu'on a intégré des compétences qui sont précieuses sur la durabilité, comment on fait en sorte d'assurer leur pérennité, c'est-à-dire de faire du knowledge management. Imaginez que vous avez un expert très pointu dans votre équipe sur un sujet climat et qu'il s'en va. Comment s'assurer que avec son départ, c'est pas le savoir qui part avec lui, c'est pas la compétence qui part avec lui. Et donc, ça demande un travail de knowledge management et donc de partager la compétence en interne, de s'assurer de la transmission de la compétence, de s'assurer qu'il y a des ressources, des livrables, des livres blancs, des éléments qui vont être partagés en interne, et donc que le savoir ne va pas être entre les mains d'un seul ou de quelques personnes, mais qui va bien être diffusé au bon niveau de manière à ce que ça soit pérenne pour l'entreprise. Et peut-être, pour conclure, avant de repasser la parole à Joël, qui va nous partager un peu des éléments plus concrets sur ce qu'il fait au quotidien et sur les enjeux qu'on a évoqués, on vous invite évidemment à retrouver le rapport qu'on a publié et qui est beaucoup plus exhaustif que ce qu'on a pu vous dire en une heure. On y fait un focus sur 5 métiers, les RH, la finance, l'innovation et la R&D, le marketing et la communication et la supply et les achats. Et vous verrez qu'à chacun de ces métiers sont associés des enjeux qui sont relativement spécifiques en termes de transformation du métier. Et on a identifié aussi des compétences qui sont spécifiques à ces métiers. Et donc, vous allez retrouver tous ces éléments-là. On ne peut malheureusement pas rentrer dans chacun des métiers parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais c'est évidemment des sujets qui vont être centraux et sur lesquels on va continuer à travailler, continuer à se nourrir. Mais voilà, on pense que ces 5 métiers-là, ils sont particulièrement intéressants. Ils sont particulièrement au cœur de cette transformation positive qui est en train de vivre l'entreprise. Et on a des pistes d'action, de réflexion qui sont donc proposées dans ce rapport. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisserai le découvrir. Et du coup, je passe la parole à Joël pour qu'il nous donne un peu plus son témoignage de manière plus approfondie. Merci Louis. Du coup, je vais vous passer les slides, c'est plus simple comme ça. Comme ça, moi, je peux regarder. Ok, super. On peut passer au premier slide. Moi, je vais vous donner quelques exemples un peu concrets de ce qu'on fait chez L'Oréal. On peut passer le slide suivant. C'est juste en 1 minute vous dire, en gros, vous avez en un slide la stratégie de développement durable de L'Oréal. Comme ça vous permet de... Et puis tout le reste, vous irez voir sur le website. En gros, on a 3 piliers. Un pilier où c'est ce qu'on peut faire en matière à l'horizon 2030 pour transformer notre activité de manière durable. Donc, changement climatique, CO2, l'eau, la biodiversité et les ressources naturelles et donc l'économie circulaire. Et ensuite, tout ce qu'on peut faire avec notre écosystème, donc nos consommateurs, nos clients, nos fournisseurs et les ONG et les autorités publiques. Et puis après, le 3e pilier de L'Oréal, c'est des contributions un peu plus financières sur des fonds d'impact investing. Et on a choisi 3 causes. Les populations vulnérables, particulièrement les femmes, la régénération des écosystèmes naturels et l'économie circulaire. Voilà, donc on peut passer au slide suivant pour rentrer tout de suite dans le thème du... Alors, comment on s'y prend chez L'Oréal pour sensibiliser, former, développer les compétences de nos collaborateurs pour justement que tout le monde puisse participer à la transition juste et durable de L'Oréal. Alors, première chose, mais c'est mieux en le disant, c'est bien de monter les gens en compétences, c'est bien de les former, mais il faut aussi d'abord que la dimension RSE soit inscrite dans les job descriptions, dans les descriptions de fonctions et dans les objectifs des uns et des autres. Donc pour ça, nous, on a vraiment mis des critères RSE dans la rémunération variable, dans les bonus, avec des 2 critères environnementaux et un critère social. Et également, et ça c'est presque encore plus important, on a fait l'exercice pour que dans chaque métier, les objectifs individuels en début d'année, dans les entretiens annuels, chaque métier puisse avoir de 1 à 3 objectifs qui vont être liés à la RSE, à l'impact RSE que chaque métier peut avoir. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on a développé toute une série de formations. Alors, je dirais, il y a 2 cibles. Il y a les formations qu'on peut développer, j'allais dire, pour tous, donc plus des formations de sensibilisation. Et là, en gros, on a développé il y a 3 ans maintenant, et on a formé plus de 85% de nos salariés dans le monde sur c'est quoi le changement climatique, c'est quoi les limites planétaires, c'est quoi les grands concepts de sustainability qu'il faut connaître, parce que si on n'a pas la connaissance de base,
on va faire des mauvais choix et on va surtout pas savoir orienter son action. Donc ça, j'allais dire, c'est des modules généralistes qu'on a fait pour tout le monde, mondialement, sous la forme de webinaires, sous la forme de e-learning. Ça s'appelait les Green Steps. Ensuite, on s'est dit, donc on a lancé ça l'an dernier, on s'est dit maintenant il faut qu'on passe à un stade plus spécialisé où là on a développé toute une offre avec nos équipes RH, une offre de formation customisée, spécifique pour chaque métier. En gros, on propose une offre et une entrée d'ailleurs avec une plateforme où vous rentrez, je suis marketeur, eh bien je vais découvrir des propositions et des modules de formation sous différents formats spécifiques pour ce que je peux faire moi en marketing ou aux achats, etc. Donc, on a développé ça pour les 15 grands métiers de L'Oréal et vous avez les entrées spécialisées où vous allez voir ce que vos pairs font, des best practices et ce que moi, dans mon métier, je peux activer comme priorité pour contribuer à la feuille de route RSE, développement durable de L'Oréal. Et ça, France, ça c'est un énorme travail, mais je pense que maintenant, au stade où on en est, si on veut vraiment accélérer et passer à l'action, il faut développer des contenus spécifiques à chaque métier pour pouvoir avancer. Et puis enfin, pour notre communauté plus spécifique des gens qui sont 100% dédiés au développement durable, là, on a développé, je vais y venir dans les slides après, on a développé des learning tracks, des parcours d'apprentissage d'experts un peu plus spécifiques et je vous donnerai des détails. Et puis, on s'appuie également, on ne fait pas tout en interne, on fait beaucoup. Donc, tout ce que je viens de vous montrer là, Green Step, Going Sustainable Together, ce sont des modules qu'on a fait en interne. Par contre, on s'appuie aussi sur des partenaires. Par exemple, avec l'ESSEC et la chaire économie circulaire, on a développé un MOOC qui est d'ailleurs public, disponible, sur l'économie circulaire où Luxottica, Bouygues et plein d'autres experts de l'ESSEC participent, comme L'Oréal. Donc, on utilise beaucoup les MOOC aussi pour former nos collaborateurs. Et également aussi, on recommande chaudement les podcasts qui sont un format assez intéressant et assez plébiscité par toutes les populations qu'on peut avoir de nos salariés, notamment le Sens et l'Action qui est le podcast du C3D, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de très très beaux podcasts de RSE là-dessus. Et puis, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a aussi des programmes de formation et d'upskilling un peu plus spécialisés. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec le réseau circulaire qui développe des contenus de formation aussi assez intéressants sur ce domaine spécialisé de la RSE. Le slide d'après. Donc voilà, ça c'est juste pour vous, vous aurez la présentation de toute façon, donc je ne vais pas tout commenter. Ce sont les deux modules qu'on a développés en interne. Donc Green Step, sensibilisation pour tous, et Going Sustainable Together, des modules customisés par métier avec des bonnes pratiques. Et c'est les pairs qui parlent aux pairs et qui disent, moi en achat, j'ai fait ça en Amérique latine, moi au marketing, j'ai fait ça en France, etc. Voilà, next slide. Là, vous avez pareil, un petit peu alors là, vous avez quand même le détail de la profondeur de la formation. À l'heure actuelle, donc, c'est fixé un objectif pour le déploiement de ces modules métiers de sustainability de 90% de notre population mondiale formée. Donc, c'est colossal. On en est déjà à 81% en Europe. Donc, c'est des modules qui sont vraiment plébiscités et c'est pas des modules qui sont très, très longs. C'est des modules qui peuvent faire 45 minutes. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est un énorme investissement en temps. Et puis, vous pouvez après aussi vous intéresser et faire le module d'un autre métier transversal à celui que vous occupez. Le slide suivante. Voilà, donc là, vous avez les différents contenus et formats. Donc, ça prend la forme d'un portail, ce module Going Sustainable Together pour les métiers. C'est un portail dans lequel vous avez des e-learning interactifs, des webinaires, des vidéos et des ateliers pratiques entre pairs. Donc, vous avez plein de formats différents qui vous sont proposés, mais vous avez vraiment une entrée, c'est filtré par métier, c'est-à-dire que si votre métier est identifié dans la base de notre outil de e-learning, et on sait que l'outil vous reconnaît, sait que vous travaillez en marketing, donc il va vous pousser et vous proposer un contenu spécifique à votre métier. Donc, c'est vraiment customisé en fonction de votre métier. Ça ne vous empêche pas de faire les autres, mais en tout cas, par défaut, on vous propose des contenus spécifiques à votre métier. Ensuite, next slide. Alors, voilà, là, vous avez, on a bâti après un programme un peu plus spécifique pour, j'allais dire, les gens qui sont vraiment des experts ou qui veulent, en tout cas, devenir des experts du développement durable en interne. Donc là, vous voyez qu'on s'appuie sur différents formats. On a des formats donc pour notre communauté de sustainability, des formats sur les soft skills, donc beaucoup de choses sur le project management par exemple, puisque c'est aussi un outil de transformation la RSE, donc il ne faut pas oublier les soft skills,
très important. Mais c'est des programmes customisés en fonction de nos problématiques de développement durable. Et puis, on s'appuie aussi sur des formations externes. Donc, on travaille avec Cambridge sur le Business Sustainability Management Certificate pour des gens qui rentrent dans le métier et qui veulent avoir un socle solide de connaissances. On travaille également aussi à des masterclass. Donc, ça, c'est vraiment tous les mois. On prend un sujet, par exemple la décarbonation, par exemple l'eau et la biodiversité. Et on a tous les experts du groupe, plus des pairs, qui viennent expliquer aux autres comment on peut s'y prendre. Et ça, c'est tous les mois. Et toute la communauté mondiale est invitée à participer à ces modules de formation. Enfin, en tout cas, on a aussi on propose également des modules de formation après, un peu plus spécialisés, avec des certificats, avec des formations externes en fait, pour des gens qui veulent avoir un diplôme au bout de quelques années en sustainability, un diplôme certifiant. Et là, on travaille avec différentes universités et grandes écoles. Voilà un petit peu le message que je voulais vous... Et la slide d'après, pour terminer, mais je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos sur les réseaux d'entre pairs, donc je n'y reviens pas. Peut-être l'idée à retenir là, c'est que, bien sûr, on propose des formations pour nos salariés, que ce soit les métiers ou les spécialistes de la RSE, mais on se met maintenant à proposer des formations aussi pour notre écosystème. Et l'exemple le plus parlant, c'est on a développé tout un portail Internet de contenu pédagogique pour la décarbonation, pour baisser l'impact carbone de nos fournisseurs, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, on n'arriverait pas à baisser notre scope 3 en matière de réduction carbone sans l'appui des fournisseurs, et pour ça, il fallait les aider. Et pour les aider, rien de mieux que de présenter les bonnes pratiques, comment on s'y prend, et de développer leurs compétences. Et donc, nos fournisseurs stratégiques ont accès de manière confidentielle à tout un portail dans lequel vous avez toutes les bonnes pratiques de la décarbonation qui ont été éprouvées chez L'Oréal. Et tout ça, c'est partagé de manière libre. Et c'est vraiment l'idée clé, c'est vraiment d'embarquer dans cette montée en compétences tous vos stakeholders, toutes vos parties prenantes, et au premier chef, vos fournisseurs qui n'ont pas tous la taille de L'Oréal et qui, du coup, ont quelquefois des difficultés à faire cette transition écologique. Et puis, on le fait également avec nos clients, distributeurs, où là, on a vraiment tout un programme qui s'appelle Green Joint Business Plan, une approche méthodologique RSE. Et des fois, il nous arrive de former des distributeurs qui ne sont pas toujours au même niveau. On a heureusement des grands distributeurs qui sont aussi avancés en RSE que L'Oréal, mais des fois, dans certains pays, on a des distributeurs qui découvrent le sujet RSE et à qui il faut faire découvrir et monter en compétences les équipes de nos clients. Voilà ce que je peux vous dire sans être trop long, sauf si j'ai encore quelques minutes, mais sinon, questions-réponses, j'imagine. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup. C'est très clair. Joël, ouais, très clair. Et très concret. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, vous avez la possibilité de les poser directement dans le chat. Et je crois que certains d'entre vous en ont déjà posé. Donc, je vais demander à Maude de nous rejoindre pour nous partager les questions qui ont déjà été identifiées. Oui, absolument. Bonjour tout le monde. Et d'abord, peut-être pour rebondir sur le propos de Joël, il y avait une question sur la façon dont vous mesurez l'impact de tous les programmes que vous mettez en place, donc tous les changements au niveau de la sensibilisation. Est-ce qu'il y a des changements de comportement que vous mesurez? Voilà, en global, comment vous mesurez votre impact? Eh ben, je peux me lancer. Alors, nous on le mesure de manière très simple. C'est qu'on le mesure sur combien de personnes on a dans les task force ou dans les tribes. On a plein de groupes de travail en fait. Et on mesure le succès de toutes les actions de formation et de sensibilisation qu'on a fait en amont par l'engagement de toutes les populations de tout le monde, les métiers, les gens qui ne sont pas experts en RSE, dans les projets RSE. Donc, ça c'est assez concret. Et on a vu très clairement que depuis qu'on a mis en place ces formations métiers, qu'est-ce que je peux faire moi dans mon métier, avec notre module Going Sustainable Together, on a beaucoup plus de gens qui maintenant s'inscrivent dans des task force, des appels à projets qu'on fait en interne, où on dit on a besoin de tous les métiers pour craquer ce business model-là, qui en est. Et on a des gens qui arrivent, non seulement ils sont formés, ça nous évite de le faire. Et en plus, ils ont compris qu'ils pouvaient agir dans leur métier grâce au module de formation. Voilà. Très clair. Caroline, tu veux compléter ou...
Alors, oui, j'en profite. On a aussi des enquêtes, c'est le truc plus classique. On a des enquêtes d'engagement de nos collaborateurs dans lesquelles on a des questions spécifiques sur le développement durable. En gros, est-ce que vous êtes suffisamment formé ou conscient des enjeux? Est-ce que votre entreprise vous a bien expliqué la stratégie? Est-ce que vous l'avez comprise? Et est-ce que vous y contribuez? Donc, on le mesure aussi via des enquêtes classiques d'engagement. Ok, très clair. Mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux pour mesurer ces impacts de la formation. Et effectivement, le premier, c'est le fait que les gens s'inscrivent aux formations, qu'ils les réalisent, que leur niveau de connaissance, de compétences ou même de sensibilisation change au travers de ces formations. Et puis, effectivement, l'engagement est un critère majeur. Et ensuite, ce qui va pouvoir être mesuré, c'est le caractère transformatif de ces formations. Est-ce que ça change les pratiques concrètes des métiers? Est-ce que ça, Joël, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez déjà chez L'Oréal sur comment les métiers changent avec ces compétences? Tout à fait. Ouais, ça c'est tout à fait ça. Et on a fait un exercice assez long il n'y a pas très longtemps pour voir justement. Alors, l'écueil là-dedans, c'est de ne pas noyer chaque métier en leur disant qu'ils sont responsables de tous les engagements de développement durable. En fait, ça marche pas. On noie tout le monde. Les gens disent, il y a 25 priorités, le social, l'environnemental, le carbone, la biodiversité. Si tout le monde fait tout, personne ne fait rien. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout un travail où on a travaillé avec les ressources humaines sur chaque métier. Quels sont les maximums entre 1 à 3 critères, objectifs principaux, quels sont dans mon métier les sujets RSE sur lesquels je peux avoir le plus de contributions, où je peux vraiment faire un effet de levier. Et je pense que c'est très important que chaque entreprise, et c'est pas d'ailleurs, c'est différent d'une entreprise à l'autre, chaque entreprise puisse faire ce travail-là pour digérer un petit peu l'ensemble de l'agenda développement durable et pouvoir allouer des priorités d'action, maxi 3, pour chaque métier, en disant, toi, ton question majeure, elle doit être là-dessus, et donc, je vais mettre dans ta job description, je vais te proposer des formations adéquates, et je vais aussi te mettre des objectifs individuels de performance sur ces sujets-là. Mais il ne faut vraiment pas noyer les métiers, et c'est un peu le gros problème du moment, c'est la complexité de tout ce qu'on a à faire en même temps, mais il faut quand même faire des choix et prioriser. Très clair, merci beaucoup. Maud, une autre question? Oui, alors l'un des points qui a été pas mal souligné dans la présentation de la stratégie de L'Oréal, c'est sur la question de l'intégration d'objectifs RSE dans les feuilles de route de chaque personne. Alors peut-être je vais me tourner vers Caroline pour que tu nous dises d'un point de vue plus macro, est-ce que c'est des pratiques qui se développent dans de nombreuses entreprises? Si oui, comment ça fonctionne, un peu dans la finesse de ce que tu peux observer de façon plus macro? Alors, au niveau de l'intégration d'objectifs RSE dans les rémunérations, donc c'est principalement dans la rémunération variable. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quasiment tout le SBF 120 et l'ensemble du CAC 40. Donc, les dirigeants ont un critère qui est lié à la RSE dans leur rémunération variable. Et le plus souvent, c'est autour du climat. Donc ça c'est le verre à moitié plein. Pour le verre à moitié vide, c'est que ça concerne quasiment uniquement que le dirigeant et que si on regarde les performances, ils ont tous performé super bien sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2023. Donc après ça dépend comment on définit les critères, mais ce que je trouve intéressant, c'est que culturellement, pour le dirigeant qui est quand même à la tête de la stratégie et du déroulé, ce soit un enjeu qui soit pris, là. Après, dans les conseils d'administration, moi, je parlais des présidents d'audit, des présidents des comités d'audit qui s'intéressent de plus en plus à ces questions. Mais moi, j'ai de nombreux échanges aussi avec les présidents des comités nomination et rémunération qui se posent la question de comment mettre une rémunération variable pour le dirigeant et l'ensemble des dirigeants qui soit le plus en accord avec la réalité et ce qui soit possible de faire. Et puis après, il y a un certain nombre d'entreprises qui restent assez
pionnières sur le sujet, qui ont mis des critères. Alors, il y en a un certain nombre qui utilisent participation et intéressement pour mettre un critère, donc qui va concerner vraiment l'ensemble des collaborateurs. Il y en a d'autres, c'est au niveau des managers. Et puis récemment, j'ai pu échanger avec un directeur RSE qui m'expliquait, alors c'est une ETI, il y a quelques milliers de personnes, qui m'expliquait que chaque année, il y a un rendez-vous, dans le rendez-vous d'évaluation, à un moment donné, il y a quelqu'un de la RSE qui vient et il y a un objectif RSE avec une prime en face et une évaluation qui est faite à la fin de l'année. Donc, c'est des choses qui commencent à se faire et ça fait partie, on parlait du peer learning, bon bah typiquement là dans nos cercles de DRH, c'est beaucoup ces sujets qui sont évoqués aujourd'hui. Et pardon, si vous voulez peut-être un peu plus de détails il y a une étude qui a été faite par l'IFA, l'Institut français des administrateurs, qui détaille un peu plus la façon dont ces critères sont mis dans les rémunérations des dirigeants. Merci Caroline. Maud, je te laisse continuer. Oui, alors ensuite, on a plusieurs questions qui touchent plutôt à la partie des collaborations, parce que c'est vrai il est question dans l'étude des sujets d'aller chercher de l'expertise en externe, de collaborer avec différents types d'acteurs. Et donc, on a eu plusieurs questions sur les collaborations avec des acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, et les collaborations potentiellement avec des startups qui apportent aussi potentiellement un surplus d'innovation. Donc, je ne sais pas qui veut prendre le point. La question, c'est avec qui doit-on collaborer? Non, c'est plutôt de comprendre si c'est pas avec qui on doit, mais c'est plutôt ce qu'il en est dans l'état des lieux et comment ces différents acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, start-up peuvent être aussi des vecteurs d'innovation sur les sujets transition. Moi, je vais essayer d'apporter une première réponse un peu générale et peut-être que Joël, tu pourras compléter pour L'Oréal. Mais il y a un premier niveau qui est alors une collaboration qui est plus de l'ordre de la prestation, qui est de faire venir des experts ou des consultants pour travailler sur ces sujets-là. Après, sur les collaborations proprement parler, on va, selon les types d'acteurs, ça va être un peu différent. Par exemple, sur les sujets R&D, innovation, il y a une appétence qui est plus forte sur les sujets du monde académique et donc notamment peut-être sont davantage sollicités sur ces sujets-là. Je pense que sur la partie supply chain qui sont très très concernés par les enjeux climat, les collaborations vont être beaucoup avec des acteurs qui agissent pas les collaborateurs, avec des acteurs qui agissent spécifiquement sur ces thématiques-là. Sur la partie finance, les collaborations vont être davantage portées sur des acteurs qui sont capables d'apporter une expertise, enfin une double expertise sur la partie intégration du reporting extra-financier notamment. Et puis, ce qu'on a vu, nous, en accompagnant un acteur industriel sur le sujet de l'innovation durable, c'est que les startups peuvent être aussi des lieux d'innovation et de collaboration sur le sujet de la durabilité pour créer des nouveaux produits, répondre à des problématiques environnementales, notamment. Ça peut être un vecteur un levier d'innovation durable. Et puis sur des sujets plus sociétaux, pour le coup, on va avoir des associations. Le monde associatif peut être mobilisé, notamment sur l'empreinte territoriale des entreprises, comment elles travaillent avec les acteurs qui sont dans leur zone de chalandise, par exemple, pour avoir un impact sur leur territoire, comment elles travaillent dans leur chaîne de valeur avec des associations qui peuvent être parfois, ou des ONG qui peuvent être parfois dans des autres zones géographiques un peu partout dans le monde, mais qui vont avoir un impact direct, par exemple, sur des femmes qui travaillent dans la chaîne de valeur ou sur le fait d'interdire le travail des enfants dans la chaîne de valeur. Et ça va être... En fait, ça va beaucoup dépendre des types de problématiques rencontrées. Mais voilà, c'est un peu la vision qu'on a, nous, de manière assez générale. Mais du coup, Joël, je te laisse peut-être rebondir sur la vision de L'Oréal sur ce sujet-là. Merci Louis. Oui, en fait, bien sûr, l'Open Innovation, c'est un formidable outil d'apprentissage et de développement des compétences. Et d'ailleurs, ça marche dans deux sens. Aussi bien, on peut former, apporter des contenus de formation à nos fournisseurs en tant que grand groupe, mais on peut apprendre, et on apprend chez L'Oréal beaucoup de la part des startups. Alors notamment, nous, on le fait à travers deux outils. On a des fonds d'impact investing
C'est des fonds thématiques. On en a un sur l'économie circulaire, par exemple. Et là, on va donc repérer toutes les startups au niveau mondial sur des champs bien particuliers. Donc, nous, on spot beaucoup tout ce qui est green sciences, les ingrédients naturels et le packaging durable, les nouveaux matériaux. Et on va aller travailler avec eux à la fois en investissant de manière en montant dans leur capital, mais aussi en leur proposant des incubateurs et des accélérateurs. Donc, on a aussi développé chez L'Oréal, on n'est pas tout seul, hein, avec d'autres entreprises, des accélérateurs, des incubateurs. On est en train d'imaginer aussi un accélérateur, un incubateur en Espagne qui va tourner autour des thématiques développement durable. On est en train d'y travailler en ce moment. Voilà, donc ces incubateurs, ils peuvent être thématiques et mondiaux, mais ils peuvent être aussi localisés dans des villes. Et on est notamment partenaire de Station F à Paris, où on a plein de startups très intéressantes qui nous apprennent des choses tous les jours et qui montent en compétence aussi nos équipes. Et puis, pour les pouvoirs publics, mentionner aussi que on travaille avec eux et on apprend aussi avec eux, notamment au travers en France, il y a quelque chose qui s'appelle les éco-organismes, les filières REP, d'énergie du producteur, pour justement travailler ensemble avec toutes les parties prenantes, pouvoirs publics, fournisseurs, clients et industriels, autour notamment de la collecte, du recyclage et de l'économie circulaire, de tous les déchets qu'on peut générer. Donc voilà, c'est typiquement un exemple sur lequel de coopération et d'apprentissage commun avec les pouvoirs publics. La problématique de l'économie circulaire, on ne peut pas faire sans les pouvoirs publics et il faut faire avec. Pour compléter rapidement, nous, parmi les compétences qu'on voit émerger et qu'on nous demande dans les recrutements, il y a le dialogue partie prenante, ou alors des gens qui viennent complètement pas du monde de l'entreprise, etc. Et ça, c'est assez nouveau et c'est très lié aussi au fait que les entreprises aujourd'hui cherchent davantage à coopérer avec des acteurs qui leur ressemblent moins. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Alors ensuite, on a une question évidemment sur les freins qui sont rencontrés dans la mise en place de ces... Alors c'était une question spécifique pour Joël, mais je pense qu'après on pourra l'élargir à Caroline et Louis également, sur les freins qui sont inhérents à la mise en place de toute votre politique développement durable. Les freins, il y en a deux. D'abord, c'est la bande passante de tous nos collaborateurs et de tous nos salariés, puisque tous ces sujets de développement durable, ils viennent on top, en plus du métier qui, déjà, ils s'ennuyaient pas beaucoup, mais en plus, on leur ajoute quand même quelque chose de nouveau, ou un nouveau prisme en tout cas, et de nouveaux objectifs liés au développement durable. Donc ça, on peut raconter tout ce qu'on veut, bien sûr, ça transforme le métier, mais ça rajoute quand même de la charge. Donc, premier frein, c'est celui-là, il faut faire très attention à ce que ça soit digeste, d'où l'intérêt. Mon deuxième frein, c'est de prioriser. En fait, il y a aussi une sorte de digestion difficile, puisque les gens disent l'ampleur de la tâche est telle qu'il faudrait s'attaquer à tout en même temps, et il faut s'attaquer à plein de dimensions en même temps en matière de sustainability. Mais par quoi je commence? Donc, du coup, il y a le côté quand même, je pense que le rôle des RH et des directions RSE, c'est de prioriser, synthétiser et de spécialiser, entre guillemets, des combats RSE spécifiques à chaque métier en fonction de là où on peut avoir le meilleur impact. Et ça, faut vraiment pas l'oublier, parce que sinon on noie les gens. Très clair. Après, je pense qu'il y a des entreprises qui sont un peu moins matures. Enfin, je suis même sûr des entreprises qui sont un peu moins matures que L'Oréal sur ce sujet. Alors, je pense que dans les jeunes générations et dans les entreprises qui ont une dimension internationale, les sujets de durabilité sont de mieux en mieux intégrés. Pour des ETI, des PME qui ont des moyens moindres, la durabilité peut avoir un peu un aspect punitif ou réglementaire. Alors, notamment, on a beaucoup vu ces derniers temps dans les médias et de la part de certains lobbies du CSRD bashing sur le fait que c'était quelque chose qui allait alourdir le travail des entreprises, notamment des PME, des ETI, qu'elles n'avaient pas les compétences pour traiter ces sujets. Et donc, il peut y avoir une réticence à monter en compétences de la part de certains acteurs parce qu'elles voient le sujet d'un point de vue de la contrainte. Et donc, pour moi, ça renvoie à la nécessité de toujours commencer par de la sensibilisation sur les enjeux, sur la finalité. Et donc, on parlait
de formation sur les limites planétaires. Ça peut être ce sujet-là, ça peut être reprendre les enseignements du GIEC, ça peut être travailler à partir de la théorie du donut, mais il y a un enjeu à rendre palpable les problèmes auxquels vont être confrontées les entreprises, y compris les PME, et à comprendre que c'est un intérêt qui n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour l'intérêt propre de l'entreprise, de travailler à sa transformation positive et du coup d'intégrer ses compétences, parce que à moyen long terme, c'est des questions de pérennité du modèle économique qui sont en jeu. Et donc ça, il y a un travail de sensibilisation sur des entreprises de plus petite taille qui n'ont pas encore bien intégré ces sujets-là, qui n'ont pas forcément de direction développement durable, qui doit être mené. Donc lever entre guillemets cette crainte que la durabilité ne soit que punitive et n'ait pas d'intérêt économique. Je ne sais pas si Caroline, toi tu veux compléter par rapport à ça. Alors, pour compléter, il y a un manque de compétences sur le sujet. C'est-à-dire que parfois, on est face à des gens pour qui c'est une espèce de montagne et c'est que du réglementaire et par quoi on commence. Et puis parfois, on est face à des gens qui disent non, mais c'est bon, j'ai tout compris. De la RSE, j'en ai fait toute ma vie. Mon entreprise, elle est RSE native. Et puis après, il y a aussi une gestion des priorités. Par exemple, j'ai échangé avec une directrice RSE la semaine dernière. Elle me disait nous maintenant, tout le monde parle que d'intelligence artificielle. C'est très compliqué de réussir à émerger par-dessus tout ça. Alors même si c'est pas une bonne raison, c'est comme ça. Oui. Et après, ce qui peut freiner aussi, effectivement, la montée en compétences, c'est la priorité que l'entreprise donne à son business as usual par rapport au fait de travailler sur ces sujets. C'est des questions qui ont un peu aussi agité nos réflexions. Donc, quand on accompagnait cet acteur industriel sur son sujet d'innovation durable, c'est certains acteurs disaient, mais est-ce que c'est prioritaire de faire de la durabilité alors que là, on a un enjeu d'améliorer ou de préserver notre marge. Et donc, il faut lutter aussi peut-être contre une vision un peu court-termiste qui serait d'abord la performance économique et après on verra l'environnemental ou le social. Montrer qu'en fait, il faut tenir l'ensemble, mais que globalement, cette performance économique, elle ne tiendra pas sur le long terme s'il y a pas une priorisation des sujets de durabilité. Voilà. Et après, il faut considérer que le réglementaire est un levier en soi pour faire monter en compétence les acteurs. Le fait qu'on ait en France et en Europe une réglementation qui soit exigeante, qui soit quand même pionnière par rapport aux États-Unis, à la Chine, etc. Pour moi, c'est vraiment ça aussi qui est un des principaux leviers pour faire face à ces différents challenges, ces différents freins qu'on a identifiés. La réglementation, elle va d'une certaine manière contraindre les entreprises. Ce qui est important, du coup, c'est de transformer la contrainte réglementaire en opportunité. C'est pour le bien des entreprises que ces choses sont mises en place. Il faut juste comprendre la finalité et avoir aussi la vision de long terme. Merci à tous les trois. Et peut-être une toute dernière question parce qu'il est presque l'heure de vous laisser. Et du coup, je te la pose à toi, Louis, et ça va permettre de faire un petit teaser supplémentaire sur l'étude. On a des questions sur du coup les compétences qui sont mentionnées dans l'étude, avec une question qui est est-ce que les compétences que on a évoquées métier par métier sont celles qui seront particulièrement recherchées par les employeurs, et une autre question qui demande si les compétences qu'on évoque couvrent d'autres champs que les champs environnementaux, mais aussi des aspects plutôt sociaux, gouvernance, donc oui, les autres champs oui, de la RSE. Donc, il y a des compétences qui sont vraiment spécifiques au métier. Je vais prendre l'exemple de la finance et puis de l'innovation. Côté finance, on voit que quand même cette transformation du métier, elle est beaucoup dictée par la réglementation. Encore une fois, on a au niveau européen ce qu'on appelle le Green Deal, qui va transformer en profondeur la manière dont les entreprises doivent penser et reporter sur les enjeux de durabilité et donc le sujet de la CSRD. Et donc, par rapport à ces compétences, en fait, il y a un besoin de monter en compétences réglementaires au niveau direction financière, et il y a un besoin aussi d'apprendre à traiter des nouveaux sujets liés au reporting extra-financier, là où les acteurs avaient l'habitude, alors pas les grands groupes, mais les autres entreprises, de traiter que du reporting financier. Et donc, ce qui va être valorisé, c'est notamment la capacité donc à connaître les enjeux ESG, mais à être capable d'analyser des risques ESG,
d'identifier aussi des impacts sur le modèle économique qui peuvent être liés à l'adaptation au changement climatique, à des transformations sociales ou sociétales. Sur le sujet sociétal, c'est intéressant. L'innovation peut être aussi un laboratoire d'idées sur l'intégration de nouvelles compétences sur le sujet. Donc, on parlait à la fois des modalités d'innovation, on parlait d'open innovation, de capacité à travailler avec les parties prenantes. On a beaucoup parlé d'innovation environnementale, mais il y a aussi le sujet de l'innovation sociétale. Et ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, et Caroline le soulignait, on va devoir travailler avec les acteurs du territoire, avec les parties prenantes, dialoguer avec eux, et donc être en capacité de parler un langage qui n'est pas forcément celui de l'entreprise, mais celui des acteurs publics, celui des acteurs du territoire, celui des habitants du territoire d'implantation, et donc et même aussi celui de l'ESS. Et donc il y a aussi des compétences ou en tout cas des connaissances à acquérir sur les univers qui ne sont pas forcément l'univers de l'entreprise. Je pense notamment au sujet de l'innovation sociale. Une entreprise peut s'engager par exemple sur la lutte contre la pauvreté ou peut travailler sur la santé des personnes vulnérables ou sur le handicap. C'est pas forcément des sujets qui sont dans la zone de compétence ou de confort de l'entreprise. Et donc, il y a la nécessité d'apprendre un autre langage et donc de confronter ces connaissances avec celles, par exemple, des acteurs de l'ESS. Je pense que plus largement, en fait, il y a énormément de compétences qui vont être spécifiques à chaque métier. Sur la supply chain, il y a des enjeux autour de la décarbonation de l'ensemble des chaînes logistiques. Sur les RH, on va avoir des enjeux d'adapter des postes de travail à un environnement où il fera plus 3 degrés. Et donc, comment on fait des plans de continuation d'activité et on s'assure que les collaborateurs peuvent travailler dans des conditions décentes avec des séquences caniculaires qui vont être de plus en plus fréquentes. Il y a énormément de compétences. Encore une fois, vous allez retrouver dans le rapport qu'on a fait, qui va vous être envoyé du coup à l'issue de ce webinaire. Voilà, peut-être juste pour conclure, je voulais remercier tous ceux qui ont participé à cette étude, Burdeo et l'ESSEC qui ont été notre partenaire depuis le lancement il y a quasiment 1 an. Joël qui a voulu se prêter à l'exercice et qui nous a donné vraiment des éléments très concrets sur comment une entreprise peut aller très loin en termes de maturité sur cette intégration des compétences. Et puis, tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre, alors ce serait un peu trop long de les citer, mais ils sont nombreux côté Bartel, Burdeo et ESSEC. Et puis, tous ceux qui ont aussi répondu à nos questions en entretien, en questionnaire. Vous avez été très nombreux, merci beaucoup. On reste à votre disposition. Vous avez nos contacts qui seront partagés avec le rapport. Et puis, on vous remercie tous chaleureusement pour votre présence aujourd'hui sur ce beau sujet qui, je pense, n'a pas fini de nous faire réfléchir, de nous faire avancer. Et surtout, il y a plein de super opportunités professionnelles sur ces sujets. Exactement, tout à fait. Bonne journée. Merci beaucoup à tous. Merci à tous, au revoir. Une excellente journée. Au revoir.